up a rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va renouer le dialogue avec un personnage que vous connaissez. Tout le monde connaît ce personnage, fondamental dans l'histoire du cinéma américain, mais aussi mondial, dans la pop culture, etc. C'est Indiana Jones. Et quand on parle d'Indiana Jones, on pense au visage d'Harrison Ford. Pourquoi Indiana Jones? Parce que ça, je le montre. C'est un bouquin, un très beau et très bon bouquin. Indiana Jones, explorateur des temps passés. On va revenir sur le sous-titre un peu plus tard. C'est édité chez nos amis de Third Edition que je salue et que je remercie pour l'aide apportée à la conception de l'émission. Et puis surtout, c'est écrit par Romain Danois. Et Romain Danois est là. Il a accepté de venir en parler. Merci beaucoup. Comment vas-tu ? Oui, bonjour, merci beaucoup, ça va très bien. Et puis, en miroir, merci de m'avoir invité sur ta chaîne qui est de plus en plus incontournable aujourd'hui dans le YouTube cinéma. Donc, c'est vraiment un honneur, vraiment. Ah bah écoute, merci. En plus, c'est un confrère. Alors, c'est pour ça que je le tutoie. C'est un confrère, il a une chaîne YouTube. On se tutoie aussi parce qu'on est cinéphile. Allez, on va faire ça. C'est une Oui. famille un peu particulière, la cinéphilie, et tant mieux. Mais vous allez voir, on va parler aussi de son CV qui est juste incroyable. Et Romain Danois a une chaîne YouTube, c'est MacGuffin Maker. Le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo, ainsi bien évidemment que la page dédiée au livre qui se trouve aussi dans le descriptif de la vidéo. J'ai pas dit de bêtises, hein, par rapport à la chaîne YouTube. C'est créé depuis combien de temps d'ailleurs? J'ai lancé une chaîne YouTube il y a à peu près 1 an, MacGuffin Maker, qui est un vieux projet, hein, avec tout ce que je fais, hein, on va en parler rapidement. Mais souvent on m'a dit fais une chaîne YouTube, fais une chaîne YouTube. Mais moi je suis un peu vieux jeu et c'était pas trop mon truc. Je suis pas trop à l'aise. Enfin, je me sens pas à l'aise. Et puis j'ai fini par me lancer. Mais bon, je me lance. Mais en plus, j'ai l'impression qu'on s'est lancé à peu près dans les mêmes eaux, toi, un petit peu avant. Mais moi, du coup, effectivement, je fais ce que beaucoup font déjà. Donc, il y a pas une plus-value extraordinaire, mais bon, j'essaie de faire les choses bien à mon niveau et voilà, je suis pas très productif, mais ça va arriver là. J'ai beaucoup de choses qui vont arriver, notamment sur Indiana Jones, puisque j'ai écrit un livre. Donc, j'ai déjà un matériau de base existant et voilà. Il faut quand même que celles et ceux qui ne connaissent pas Romain prennent le temps d'écouter ce que je vais dire parce que c'est assez passionnant et je vais vraiment prendre le temps de lire parce que je trouve que c'est un minimum. Alors tu es fondateur de Wayo Records et Overlook Sevens. Tu es spécialisé dans le cinéma et le jeu vidéo. Tu es concepteur et producteur des concerts officiels Dragon Ball, Saint Seiya, le Tribute ou John Williams ou encore TV série live. Tu es également à l'origine des performances scéniques en Europe de Joe Hisaishi, Danny Elfman ou encore Final Fantasy. Tu es passionné par le rapport qu'entretiennent la narration et la musique et tu conçois toi-même tes événements musicaux. Tu es écrit dans la presse spécialisée depuis le début des années 2000, donc c'est pas hier, quoi. Et tu produis la première chronique entièrement dédiée à la musique de jeux vidéo sur France Musique. Tu as signé l'histoire de Final Fantasy VI en 2017 aux éditions Pix & Love, le guide des compositeurs de musique de film en 2017 et le guide des séries de science-fiction en 2019 chez Inis Éditions, la saga Red Dead, Vengeance, Honneur et Rédemption en 2020 chez Third Edition et tu écris des nouvelles de science-fiction publiées chez Rivière Blanche et en 2021, tu as lancé ta chaîne YouTube dédiée à l'analyse narrative MacGuffin Maker. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'ennuies Ça me fait rire en plus quand tu lis, c'est la petite biographie qui est dans le livre. Donc elle est très condensée. Il y a beaucoup de choses au passé, parce que j'ai fait de la radio chez France Musique, mais ça commence à remonter un petit peu. Oui, ça me fait rire en t'entendant, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de choses, vu comme ça, pris comme ça d'un coup. Ça fera peut-être rire les gens également. Moi, je suis indépendant, je suis pas salarié. Je l'ai été, mais c'était il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et quand j'ai commencé à être indépendant, on s'est vite rendu compte que c'est compliqué d'être indépendant. La raison, elle est très terre à terre. C'est compliqué pour avoir un salaire, c'est compliqué parfois pour les fins de mois. Donc on a tendance à cumuler les projets et moi, ce qui m'anime, c'est la culture en général et la pop culture en particulier. Donc il y a une petite nuance. Et à partir de là, c'est la musique, le cinéma, le jeu vidéo, tout ce qui peut être passionnant me passionne.
c'est une formule un peu bizarre, mais ça amène du coup à avoir plusieurs types de projets. Donc je produis des concerts, mais comme personne voulait de moi, personne voulait mes CV, bah, j'ai créé ma boîte pour faire des concerts. J'ai un label de musique, j'écris, j'ai toujours écrit, donc au bout d'un moment on écrit et puis, bah, on finit par avoir des contacts et on finit par être publié. Donc il y a pas de volonté particulière de faire plein de choses comme ça. Ça s'est fait très naturellement, et je ne l'explique pas plus que ça, mais j'ai envie de faire des choses, donc je les fais et comme j'ai le temps de le faire parce que je suis indépendant, bah, du coup, c'est pas comme si j'étais salarié ailleurs. Je finis par travailler mon emploi du temps, par moi-même, pour, pour arbitrer, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour arbitrer mes projets. Je vais passer plus de temps sur l'un, plus de temps sur l'autre et puis, je fais à mon envie. Donc c'est une grande chance, hein, j'ai conscience de ça, et puis c'est du travail aussi, hein, au-delà d'être de la chance, d'arriver à faire ce que je veux dans la formule que je le souhaite et ça m'amène du coup à faire plein de choses différentes, parfois même antinomiques, mais bon, c'est comme ça. Par exemple, j'écris sur les compositeurs et puis je travaille avec des compositeurs. Il y a peut-être un petit problème de déontologie, mais je le fais avec passion, donc je me prends pas plus, la tête par rapport à ça. Tu me rappelles à quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui n'est pas français, qui est algérien, qui s'appelle Luc Cholet, qui est un homme de radio, qui doit avoir 10-15 ans de plus que moi, et qui a été un homme de radio, qui a été producteur. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement mélomane, qui est Mmh. un malade mental de la littérature, qui parle de cinéma comme n'importe quel très bon critique de cinéma. Et très souvent, je lui disais, mais t'es un véritable critique de cinéma. Il me disait, non, 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 moi je suis pas critique de cinéma, Mmh. j'aime tout. Puis à Mmh. force de l'embêter avec ça, il a fini par me dire, en fait, j'ai l'impression qu'il faut que j'y sois. Quand il y a tel livre ou tel film ou tel, il faut que j'y sois. C'est Mmh. important. C'est comme ça que je le ressens. Est-ce qu'il y a C'est de cela vital. aussi? Ouais. Alors moi, je vais citer quelqu'un d'autre, c'est Nicolas Saada, qui est un journaliste Mmh. très célèbre des Cahiers du cinéma, qui, quand j'étais ado, je l'écoutais tout le temps, à la radio, c'était sur, Radio Nova. Je me demande s'il y est toujours d'ailleurs, parce que malheureusement, c'est des choses que je n'écoute plus. Il faisait une émission très célèbre sur la musique de film. Nicolas Saada, il est journaliste, mais on sent qu'au-delà d'être journaliste, il est passionné et il s'est mis à faire ses propres films, ses propres scénarios. C'est quelqu'un de très important pour, on va dire nous de notre génération, hein, dans les années, 90-2000 et c'est quand j'écoutais son émission à la radio, de musique de film, que j'ai eu l'idée de dire: «Il faut faire la même chose mais avec la musique de jeux vidéo». C'était, à l'époque, l'un de mes chevals de bataille, l'un de mes chevaux de bataille, pardon. De parler de jeux vidéo, parce qu'à l'époque, c'était très mal considéré, ça l'est toujours aujourd'hui et du coup, j'ai fait un dossier que j'ai envoyé à toutes les radios, dont Radio Nova, mais c'était, Radio Classique et France Musique qui m'avaient répondu à l'époque, hein, pour la petite histoire et donc du coup, j'ai fait cette chronique de musique de jeux vidéo sur France Musique, en marchant dans les pas de Nicolas Sada, qui lui-même faisait beaucoup de choses et j'étais assez admiratif de ça. De venir du journalisme, parce que moi, c'est ma formation, hein, j'ai fait une fac de cinéma, Mmh. et d'aller vers, la création et au-delà d'aller dans la création, d'aller dans, l'évangélisation, qui lui était donc la musique de film, de parler avec passion de ses compositeurs. C'est grâce à lui que j'ai appris des noms comme Ennio Morricone et du coup, j'ai voulu faire la même chose. Donc moi, la porte d'entrée, ça a été vraiment là, de se dire: «C'est possible, il y a de la porosité, on peut aller au-delà et on n'est pas obligé d'avoir une carte de presse ou d'avoir je sais pas, une carte de réalisateur ou une carte de scénariste, enfin voilà, pour la formule. Il suffit juste d'avoir envie et de le faire et puis à l'époque, il m'avait répondu en plus par mail, Nicolas Saada, sur mes envies, donc voilà, c'est vraiment, moi ça vient de là. Est-ce que cette envie très forte de ne pas être étiqueté et donc de faire énormément de choses comme ça, est-ce que c'est aussi une volonté de ne pas forcément être dans des cases? Par exemple, quand on parle d'un film, on dit souvent c'est un documentaire ou c'est une fiction, alors que si on disait simplement que c'était un film, ce serait déjà très bien. Est-ce qu'il y a chez toi une envie très forte aussi de, voilà, qu'on te mette pas dans des cases et surtout, Mmh. surtout, surtout de mettre au même niveau ce que certains considèrent comme impur, c'est-à-dire la pop, la culture pop Mmh. ou les, voilà, ou certains films, certains personnages. Est-ce qu'il y a de cela aussi? Alors oui, puisque, et je pense qu'initialement, hem, c'est aussi un problème personnel d'être un petit peu,
c'est pas une bonne formule, mais je vais le dire comme ça, d'être un petit peu jaloux de la culture des autres. C'est-à-dire que moi, je lisais beaucoup de bouquins, j'avais la collection, je l'ai toujours d'ailleurs, la collection des cahiers du cinéma qui faisait une série de bouquins avec pas mal de biographies, d'autobiographies, des essais. C'est aussi une de mes portes d'entrée. Et je lisais ces bouquins en étant, alors jaloux, encore une fois, c'est pas le bon mot, mais vraiment, je lisais tout ça et je me sentais pas bien parce que c'était une culture que je n'avais pas. Et donc, du coup, cette culture, cherchais à la rattraper d'une certaine manière. Et en même temps, ma culture, qui est la culture pop culture, la culture de la pop culture, hein, pardon, c'est un peu redondant, la culture de la télévision, puisque tous les grands films de cinéma, moi je les ai pas vus au cinéma, comme beaucoup de gens de toutes générations confondues, hein. Les Indiana Jones, par exemple, je les ai jamais vus au cinéma, sauf le quatrième. Mais tous ces grands films, je les ai vus à la télévision. À la télévision, on voyait aussi de l'animation japonaise, hein, par exemple. Tout ça, ça fait partie d'une grande culture, qui est donc une culture très populaire, et qu'on appelle pop culture. Et ça, pour nous, c'est important parce que d'un côté, on a cette culture académique du cinéma avec, les cahiers du cinéma ou le magazine, Positif, dont j'étais, abonné. Donc Positif, cahiers du cinéma, c'est les 2 grandes revues de cinéma, francophones. Donc cette envie d'aller au-delà, d'une culture qu'on a du mal à avoir, par le biais de la télévision, par le biais de la culture populaire, donc par définition. Par exemple, je me rappelle que j'étais très frustré d'entendre toujours parler de Fellini et de pas savoir ce que c'était, d'avoir réussi à choper un film une fois sur Arte, ça devait être, la Dolce Vita, mais c'était impossible. Il n'y avait pas internet, hein. Donc j'étais allé dans mon vidéoclub pour essayer d'avoir un autre film. J'avais eu, de mémoire, c'était Amarcord, qui est vraiment un de mes films de chevet aujourd'hui, mais c'est très, très dur et c'est pas forcément une culture élitiste parce que Fellini, pour le coup, quand on finit par creuser, on se rend compte que c'est pas du tout élitiste, mais c'était la sensation qu'on en avait. Et par contre, ma culture, c'était le jeu vidéo. Donc tout ça, à un moment donné, ça s'est mélangé. Et il y avait la volonté, effectivement, de dire, pour revenir exactement à ce que je faisais au tout départ, c'était de dire: «Mais la musique de jeux vidéo, c'est comme la musique de film», et c'est comme ça que je l'ai vendue à des gens comme France Musique, à des radios comme France Musique ou Radio Classique. Et du coup, mes chroniques de musique de jeux vidéo, je passais que des musiques de jeux vidéo avec des orchestres, pour essayer d'élever un petit peu cette culture et en parallèle, finalement, d'élever ma propre culture pour dire: «Oui, j'ai pas forcément encore bien la culture, cinéma académique, mais la pop culture qui est la nôtre, c'est aussi une culture qui en est une, ce n'est pas une sous-culture, et on veut la défendre comme telle». Mais avec le recul et avec l'âge, j'ai aussi réu j'ai j'arrive maintenant aussi à faire à adopter ce discours de dire qu'il y a quand même, différents niveaux de culture et je le dis aussi très bien dans Indiana Jones. Il faut pas dire qu'Indiana Jones, c'est du grand cinéma comme, David Lean. Non, c'est quand même du cinéma de divertissement et le vendre autrement, c'est aussi une erreur. Donc avec le temps, on finit par mettre un petit peu toutes ces perspectives, les unes à côté des autres, mais le cheminement, il est parti exactement de ce que tu as dit, c'est-à-dire que cette volonté d'aller au-delà des limites qu'on a naturellement et c'était une vraie frustration pour moi. Je te comprends parfaitement. Pardonne-moi cette digression, mais tu vas voir, hein, c'est, comme je le Je dis suis le roi des souvent. digressions. Je suis le roi des Al digressions, faut pas ah! hésiter à me Ah couper. non, alors j'ai trouvé un maître, je suis très content. Ah non, non, alors là, je ne coupe rien du tout, au contraire, alors là, prends le temps, il y a aucun souci à cela. Non, par contre, pardonne-moi parce que, on part dans tous les sens, mais c'est pas grave, tu vas voir, ça va être un bazar, mais très bien Mmh, mmh organisé. mh. Tu parles là de Lucas, tu parles d'Indiana Jones, tu parles de un cinéma de divertissement. Ça me rappelle la fameuse, la légendaire, cultissime phrase de Francis Ford Coppola qui disait bien des années après Star Wars, tout ça, qui disait je regrette que Lucas, que le Lucas de THX n'ait pas continué parce que aujourd'hui, on a vraiment perdu un grand cinéaste en devenir. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là? Que Alors, seul c'est Coppola, que seul Coppola pouvait dire de Lucas. Enfin, c'était le seul alors qui pouvait dire ça. Alors, déjà, il faut expliquer aux gens, Coppola et Lucas sont amis de très longue date. Ils ont commencé, littéralement, ensemble. Alors, Coppola est un petit peu plus vieux, il a commencé un petit peu avant, mais il n'avait pas fait Le Parrain et cetera. Ils étaient associés. Donc on peut dire que quelqu'un qui connaît très bien Lucas, c'est bien Coppola. Je connaissais pas cette citation, elle est d'autant plus paradoxale que c'est quand même Coppola qui a expliqué, qui a dit à George Lucas de s'éloigner peut-être de THX, 1138, parce que c'était pas un cinéma commercial. C'est un film qui a pas eu de succès. Et Mmh. c'était peut-être même un film en avance sur son temps et cetera, mais quoi qu'il en soit, Lucas au début des années 70, c'est très compliqué pour lui et c'est Coppola qui lui dit: «Il faut faire un cinéma plus, heu,
peut-être populaire, peut-être plus accessible, tout en mettant des thèmes tout en laissant les thèmes tels qu'ils sont. Dans THX 1138, on a cette crainte du futur, un état policier, etc. Bah, c'est exactement ce qu'on a dans Star Wars. Mais avant Star Wars, on a ça aussi dans American Graffiti. American Graffiti, c'est un film qui a été un très grand succès, un succès populaire, un succès qui... C'est un film des années 70 qui raconte, on va dire, l'âge d'or une dizaine d'années auparavant, dans les années 60. Donc c'est la jeunesse dorée, c'est avant la guerre du Vietnam, etc. C'est quelque chose qui reste tout le temps dans l'esprit de George Lucas. La guerre du Vietnam, on l'a dans Apocalypse Now, qui à la base est un projet de Lucas, et puis qui devient un film de Coppola. Et évidemment dans Star Wars, parce que c'est une métaphore de la guerre du Vietnam. C'est pas que ça, mais bon, on n'est pas là pour parler de Star Wars. Mais oui, Lucas, c'est un intellectuel, c'est pas un Steven Spielberg, c'est quelqu'un qui a des interrogations personnelles, qui veut faire un cinéma indépendant, il veut vraiment marcher dans les pas de Coppola, qui lui veut pas travailler avec les studios, qui veut imposer sa vision et faire un cinéma qui n'est pas un cinéma commercial et un cinéma qui ne raconterait rien en fait. Et Lucas, bah, il est parti dans cette direction du coup, mais il a fait un virage total. C'est-à-dire que même si ces thématiques restent dans Star Wars, il a fini par enclencher toute une dimension marketing que Lucas dénonçait lui-même avec Coppola une dizaine d'années auparavant. Et quand Coppola dit, même si c'est paradoxal, qu'on s'est loupé un grand cinéaste d'auteur avec George Lucas, c'est totalement vrai, mais c'est aussi un peu de la faute de Coppola, si je peux le formuler comme ça. En plaisantant, c'est pas de sa faute, mais c'est rigolo de voir le cheminement qu'on peut avoir quand on est un Coppola ou un Lucas, parce qu'ils partaient exactement du même point, avec la même mentalité, ils étaient associés, ils sont partis dans deux directions totalement différentes. Tu sais, c'est comme le Nouvel Hollywood. Pendant très longtemps, on disait que le film qui a provoqué le déclin du Nouvel Hollywood, c'est La Porte du Paradis. Alors maintenant, nous savons que c'était un concours de circonstances. C'était depuis quelque temps que c'était programmé cette fin. Mais oui. Et oui. Indiana Jones, explorateur des temps passés, c'est édité chez Third Edition. Je le présente, il est là parce que comme j'expliquais dès le début, en plus d'être un bon livre, et ça on va en parler dans 2 minutes, c'est aussi un beau livre. Et ça, j'aimerais qu'on parle 2 minutes de ça, de l'esthétique de ce livre qui est juste extraordinaire. Je me permets de montrer la version collector. Il faut savoir que chez Third Edition, ils font toujours 2 versions. Non, le dos, il n'a pas grand-chose. Bon, la version collector qui, en plus de ça, a une couverture réversible avec la version normale que tu as montrée. C'est très important de souligner ça, et c'est pourquoi c'est toujours très agréable de travailler avec Third Edition. Et comme tu le dis très justement, c'est que les éditions sont très très bien travaillées en tant que livre. Ce sont des essais, ils pourraient les faire avec des couvertures souples et puis des couvertures basiques, ce qui est bien aussi, l'important c'est le contenu, mais bon voilà, ils font quand même appel à des artistes, à des illustrateurs, il y a une vraie réflexion sur les couvertures, il y a des versions collector, donc on est quand même sur de la pop culture comme je le disais auparavant, et la pop culture c'est quand même la culture de l'image, c'est la culture du comics, c'est la culture du cinéma, du jeu vidéo, et donc avoir des beaux objets et pas seulement du bon contenu, c'est important, et ils le font très bien. Est-ce que j'ai tendance à poser une question à mes invités, une des premières questions que je pose, c'est souvent s'ils ont une image marquante qui serait liée à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, le rapport qu'ils entretiennent aujourd'hui avec la notion d'image. Est-ce que Indiana Jones fait partie de ces images marquantes te concernant? Alors oui, c'est vraiment, moi je suis un très grand fan d'Indiana Jones. D'ailleurs, ça se voit un peu autour de moi. On voit évidemment pas tout, j'ai beaucoup plus de choses. Moi, je suis né en 82, je viens de fêter mes 40 ans, comme Blade Runner. Donc tous ces films-là, je les ai vus à la télévision et le mot que je retiens, c'est toujours l'iconisation. Et puis, en plus, c'est quelque chose qui est réel dans le cinéma de Spielberg, c'est qu'il iconise un petit peu tout ce qu'il fait, avec des plans, avec des musiques. Et Indiana Jones, c'est forcément marquant pour des gamins de notre génération. Et l'image que j'en ai, la plus vieille image que j'ai d'Indiana Jones, c'est un aventurier dans la jungle. Alors je sais pas c'est quel film, c'est peut-être le 2e, quand ils sont dans la jungle en Inde, ça peut être le 1er aussi quand il est dans la jungle au Pérou au départ. Alors qu'en fait, Indiana Jones dans la jungle, en vrai sur les 3 premiers films, parce que le 4e n'existait pas encore, il est très peu dans la jungle en fait.
Mais c'est l'image que j'en garde. C'est la première image iconique, c'est la jungle, il fait chaud, on a une machette, un aventurier avec un chapeau. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ou un autre, tu te sois posé pour essayer de questionner ce qui est devenu une image marquante? C'est-à-dire que c'est toujours très compliqué pour un auteur de se poser et d'écrire sur quelque chose où avec laquelle il est extrêmement lié. Donc, de mettre l'émotion de côté pour vraiment travailler de manière assez neutre, quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ou un autre, tu t'es dit, faut y aller, quoi? Alors, ça n'a pas forcément à voir avec les films et avec l'iconisation qu'en a fait Spielberg. Il se trouve qu'Indiana Jones, comme Star Wars, c'est un univers étendu avec beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de romans, il y a des choses plus ou moins bonnes, il y a beaucoup de comics qui sont excellents. Il y a une série télévisée dont on ne parle pas assez, qui est absolument extraordinaire. Il y a des jeux vidéo aussi, des jeux vidéo originaux qui sont excellents. Donc il y a un personnage qui, à un moment donné, avec, George Lucas, en fait, il a démarré cette idée au tout début des années 90 pour la série télévisée, c'était de mettre ce personnage au cœur du XXe siècle. Il a décidé à un moment donné que, Indiana Jones, enfin il l'a décidé, il l'avait aussi créé comme ça. Indiana Jones, c'est une synthèse de tout l'héroïsme passé, dans la pop culture et même dans la culture pulp. Donc depuis la fin du 19e siècle, hein, donc des récits très bon marché, américains surtout, hein. Et cette culture pulp, elle arrive dans les années 60, 70, 80 elle finit par arriver à un point où il y a tellement de choses qu'on a une culture qui se caricature un peu elle-même. Et Indiana Jones arrive à ce moment-là, et Star Wars, hein, parce que les deux œuvres ont été créées au même moment, avec cette idée de dire: «On va faire la synthèse de tout ça et on va repartir sur des bases nouvelles». Donc ça, c'est l'histoire de Star Wars, c'est l'histoire d'Indiana Jones. Et au début des années 90, quand la trilogie était terminée, Lucas a lancé donc ce grand chantier de la série télévisée, qui est une série qui est extraordinairement produite, avec beaucoup d'argent, beaucoup d'ambition créative. Et à ce moment-là, l'idée, c'était de dire: «OK, on va assumer le fait que Indiana Jones, qui est né en 1899, bah, il va traverser le XXe siècle et faire absolument tout ce qui est possible de faire». Il va rencontrer les plus grandes personnalités de son époque. On sait que dans les films, il rencontre Hitler, il rencontre des civilisations partout dans le monde. Il parle plusieurs langues. Et dans l'univers étendu, bah, Indiana Jones, il est même sur le Titanic. Il participe à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, on va jusque dans les années 50, où les années 50, dans la culture pulp, bah, c'est les extraterrestres. Donc Indiana Jones, il rencontre les extraterrestres parce que c'est un témoin de son temps, c'est un témoin du XXe siècle. Et à partir de là, il est pratiquement omnipotent, mais il reste observateur. Et sur ce postulat, je me suis dit: «C'est quand même hyper intéressant». C'est même unique dans notre pop culture moderne, mais la plupart des gens connaissent les films, ne connaissent pas le reste. Et c'est, la base de réflexion pour écrire un livre, c'est-à-dire d'aller au-delà et d'expliquer en quoi Indiana Jones est peut-être l'un des personnages les plus importants du XXe siècle de fiction, justement parce que c'est une synthèse, c'est un symbole, du siècle. Et de ce point de vue-là, c'était vraiment passionnant de partir sur l'idée de faire un plan et de prendre cette idée. Le tout départ, d'ailleurs, c'était, d'écrire la biographie, le tout premier projet, parce que c'est un projet qui est très vieux, qui a plusieurs années. Le tout premier projet, c'était d'écrire une biographie fictive sur Indiana Jones, comme si le personnage avait réellement existé. Ce qui existe, avec Star Trek. Star Trek, on a une biographie, du capitaine Kirk, et une biographie, de mémoire aussi du capitaine Picard, donc de la seconde série, The Next Generation. Et c'est écrit comme s'ils avaient réellement existé. L'exercice est vachement drôle et vachement malin, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de le faire sur Indiana Jones. Alors au final, on n'a pas du tout fait ça, mais le livre quand même est introduit par une biographie Mmh. qui reprend tout l'univers étendu. Pour ceux qui ne connaissent pas les films, c'est un bon prérequis pour comprendre à quel niveau George Lucas a voulu, amener son personnage dans le XXe siècle. On a cette impression quand on lit cette biographie fictive. Moi, je me suis amusé, hein. Vraiment, j'étais comme un. Mais c'est assez troublant, c'est de s'apercevoir qu'en fait, tout le monde pourra à un moment ou à un autre être sensible
à un aspect, à une étape de Mm. la vie d'Indiana Jones. Par exemple, moi, me concernant, je suis très sensible au cinéma de John Ford. Bon, bah, il s'avère qu'Indiana Jones Oui, a joué dans un film de John Ford. C'est incroyable, ouais, ça. Mais je veux dire, c'est ouais. là où, Mm. c'est là qui est assez, qui est assez, c'est ça où ça peut être intéressant, c'est de voir que tu le dis et tu le dis même à la fin, tu en parles de ça, de savoir que il a été observateur de la grande histoire, mais j'ai l'impression que les différents, les multi créateurs de la figure Indiana Jonesque Mm. ont fait en sorte que ça puisse parler à tout le monde. Et pas Mm. forcément qu'aux Américains, mais à tout le monde. Est-ce que tu le Ouais. ressens ça aussi? Oui, oui, il y a un rapport universalité, pardon, que Mm. George Lucas a tout de suite mis dans la série. Parce que tout ça, c'est une réflexion qui a commencé à grossir avec le troisième film. Dans le troisième film, c'est le rapport au Graal, c'est le rapport à l'immortalité, c'est la relation père-fils, hein, c'est aussi la question de la transmission. Et en plus, le film commence où Indiana Jones, il est gamin. Et on se rend compte, et ça se situe dans le désert de l'Utah, dans un parc Mm. national, il est scout à ce moment-là. Et on est dans la culture du western, totalement dans la Oui. culture du western, comme tu le disais, et c'est totalement assumé. Indiana Jones, il est né en 1899, on est dans le western, hein, il faut bien expliquer aux gens que le western, c'est pas un genre de cinéma, c'est une réalité historique à un point nommé et dans un territoire précis des États-Unis. Donc en gros, tout l'ouest des États-Unis, ça comprend aussi les montagnes et toutes les parties enneigées, hein, comme on a dans le film Jeremiah Johnson avec Robert Redford, mais aussi tout le côté très désertique et puis le cinéma qu'on connaît. Donc le cinéma de western au début du siècle, il s'appelle western, pas parce que c'est un genre, juste parce qu'il retransmet la réalité et que le western, c'était comme ça qu'on appelait à cette époque le territoire du sud, de l'ouest des États-Unis, le Far West ou le western. Et Indiana Jones, du coup, comme il est inclus dans un peu dans cette logique d'avoir un pied dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on prend Indiana Jones pour de la fiction, mais mis à part tout le côté fantastique, il y a aussi de l'histoire, c'est aussi de l'histoire, c'est aussi des personnages qui ont existé. Indiana Jones, il se base plus ou moins sur des personnages qui ont réellement existé, aussi des personnages de fiction, mais les personnages de fiction comme Alan Quatermain sont aussi basés sur des personnages ayant existé. Donc tout ça fait que toutes les personnes qui ont créé, enfin qui ont participé au développement du personnage d'Indiana Jones ont effectivement assumé cet aspect historique, tout en lui amenant toute cette dimension d'universalité. J'ai un peu de mal avec ce mot-là, parce que ces aventures, du coup, elles se situent évidemment pas qu'aux États-Unis. On va au Moyen-Orient, on va en Asie, on va en Inde, on va en Afrique beaucoup. Il participe à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est une partie très importante de la série. C'est même une partie qui a un petit peu ennuyé les gens parce que c'était plus du tout de l'archéologie. Et c'est là aussi l'ambition de George Lucas, c'était de faire en sorte que même Indiana Jones, à un moment donné, il n'est plus uniquement cette image d'archéologue. C'est un agent de la Première Guerre mondiale. C'est un espion. Il est en couple à un moment donné avec Mata Hari, hein, qui est juste une espionne Mm. absolument emblématique de la Première Guerre mondiale. Il va faire la révolution avec Sancho Panza au Mexique, où il y a ce côté un peu western, effectivement. Et cette universalité, elle est inscrite aujourd'hui dans l'ADN d'Indiana Jones, et elle doit toucher tout, à tous les niveaux, même si ça paraît un peu abusif. Et on revient toujours aux aliens d'Indiana Jones 4, les gens n'ont pas compris, mais en fait, c'est totalement assumé dans le développement du personnage. Et est-ce que Lucas, est-ce que Lucas pourrait dire Indiana Jones, c'est moi? Alors il le dit en fait, c'est ça qui est Il le drôle. dit en fait. Il le dit, enfin il le dit même très très tôt, je crois que c'est une interview en 81 d'ailleurs pour le premier film, ou peut-être pour le deuxième film en 84, mais c'est une interview très tôt, où il explique pourquoi il a conçu ce personnage, où il dit en fait, moi si je devais être une figure rêvée, et ben je serais Indiana Jones. C'est-à-dire qu'il a projeté ses fantasmes personnels dans un héros qui était iconique et qui vient de sa propre culture, hein, la culture pulp, la culture des serials au cinéma et des séries télé à la télévision. Et donc il a créé le personnage dans lequel il se fantasmait. Un personnage beau, qui plaît aux femmes, qui est intelligent, enfin intelligent, on se comprend, hein, qui est professeur, qui parle plusieurs langues et puis en même temps, qui va vivre des aventures extraordinaires, qui sait manier le fouet et cetera. Enfin, c'est vraiment un fantasme pour George Lucas et d'ailleurs, il donne le nom Indiana à son héros, et c'était le nom de son chien à George Lucas. Et pour l'histoire, du coup, on raconte qu'Indiana s'est nommé via son propre chien. Donc tout ça, c'est hyper imbriqué
Et donc oui, Indiana Jones et Luke Skywalker, parce qu'il faut le dire, les 2 personnages sont très différents, mais ils sont issus en fait de la même genèse. C'est une projection fantasmée de George Lucas, complètement. Alors, on va parler un peu de la structure du livre. Tu as commencé un peu à l'évoquer Oui. en parlant de la biographie fictive d'Indiana Jones, mais nous expliquer en gros comment tu l'as pensé, cette structure. Mais avant cela, j'aimerais quand même qu'on prenne quelques minutes sur la préface, qui est incroyable. Ouais, Incroyable cette ouais. préface. Je m'y attendais pas du tout. Alors, la préface Très est content. signée Ouais. elle est signée Paul Freeman, donc l'acteur qui joue le rôle de René Belloc dans le premier Indiana Jones. Et c'est pas une préface habituelle. Je veux dire, les Non. premières lignes, effectivement, il nous parle un peu de comment il est rentré, comment il est arrivé sur le tournage. Et puis il se passe un truc avec cette préface, c'est que ça Ouais. change complètement d'orientation. Qu'est-ce que tu en penses de cette préface, j'imagine? Alors, moi, je suis extrêmement heureux déjà d'avoir eu, Paul Freeman qui est juste emblématique dans la culture d'Indiana Jones. Il a aussi joué dans la série, donc c'est le seul acteur avec Harrison Ford, à avoir joué, plusieurs fois, en fait. Harrison Ford ayant aussi joué dans la série, par ailleurs. Mais surtout, je l'ai invité donc sur l'un de mes concerts, donc dans une de mes autres vies. On avait fait un concert, John Williams. On a toujours des invités, donc généralement on fait venir des acteurs et j'avais beaucoup discuté avec lui quand il était venu et et je m'étais rendu compte que c'était quelqu'un en fait qui était, très intellectuel. C'est quelqu'un qui vient du théâtre, hein, initialement. C'est pas, enfin c'est peut-être un peu péjoratif, mais c'est pas comme Harrison Ford ou comme, Mark Hamill. Hmm. C'est quelqu'un qui vient vraiment de la culture littéraire, et en discutant avec lui, l'une des premières choses qu'il m'a dit, quand je lui ai dit: «Alors, c'est quoi vos souvenirs sur Indiana Jones?» On prenait un verre, il venait d'arriver à Paris, parce que bon, je suis fan, hein, je suis professionnel, mais je suis fan, donc je lui posais des questions toujours comme ça et il me disait: «Ah, c'était difficile le tournage en Tunisie, les gens avaient pas à boire» et cetera. Donc il me raconte ce qu'il avait vu, que les gens avaient pas à boire, les figurants, locaux. Il y avait eu une petite grève, tout ça, donc c'est des choses qu'on sait pas, quoi. Alors c'est en fait, on le revoit après dans d'autres interviews, mais là vraiment il me racontait ça spontanément. Il me disait pas: «C'était génial, j'ai tourné avec Harrison Ford, c'était super pour ma carrière» et tout de suite il partait là-dedans. Et donc et j'avais le projet au même moment de faire le livre et donc j'avais prévu de lui proposer la préface Mhm. et je lui avais dit: «Bah, en fait, ça pourrait être bien que vous nous fassiez un texte sur, votre esprit, pas sur votre esprit, sur votre, l'idée que vous auriez de l'esprit de l'aventure. Qu'est-ce que l'esprit de l'aventure?» Et donc il a brodé ce texte, où effectivement, c'est pas habituel quand on a une préface. Généralement, on reste sur le sujet, on va dire du bien du sujet, mais là, lui, il y va direct, hein. Il explique qu'il y avait des problèmes sur le tournage et cetera. Puis après, il parle de l'esprit d'aventure, où pratiquement il parle un peu dans de la philosophie. Donc pour pas faire peur aux gens, c'est pas très, très long et c'est pas très complexe, hein. C'est quand même une préface relativement courte, et qui est, très agréable à lire. Mais il part quand même effectivement dans une direction, qui est très, très importante parce que du coup, il a pas juste fait le job, il a pris, l'idée, de manière très assumée et il y est allé sans complexe et ça fait qu'effectivement la préface, elle sort de l'ordinaire et j'en suis, très content. D'autant plus que c'est, pour moi, très humblement, très symbolique d'avoir, une telle préface dans un livre sur Indiana Jones. Ça m'amène un petit peu de crédibilité à titre personnel, et puis pour les fans, bah, c'est quelque chose d'unique aussi, quoi. Donc voilà, à double titre, c'est vachement bien. Avant que tu nous parles de la structure, je voudrais juste qu'on reste un tout petit peu sur cette préface qui est assez Mmh. incroyable parce que on peut y faire moultes interprétations et quand il évoque tous ces archéologues qui finalement sont des pilleurs de tombes en quelque sorte, c'est-à-dire qui piquent des choses qui Oui, sont liées à la culture d'un pays, et il prend comme exactement. exemple le Pérou d'ailleurs. Et puis, je ne peux pas ne. Enfin, et puis il y a aussi ce tournage assez compliqué, chaotique, la chaleur, les personnes qui dirigent les figurants, qui sont des personnes alors, le tournage ça s'est déroulé enfin une grande partie en Tunisie. Enfin, je peux pas ne pas aussi voir cette équipe occidentale américaine qui arrive comme ça Oui. dans un pays. Voilà, c'est très très bizarre parce qu'après aussi il parle de racisme. Il dit pas que Spielberg ou tout cela il y a du Oui. racisme, c'est pas de cela, mais il dit en général qu'il va falloir que penser Alors à de nouvelles aventures, à de nouvelles générations, Alors, et c'est très bizarre. c'est exactement ça et j'étais d'autant plus content de cette préface quand on l'a reçue parce qu'il parle effectivement des scientifiques, pas seulement des archéologues, il parle vraiment des scientifiques, qui, ont recours
à des méthodes pas forcément, déjà pas légales, pour arriver à leurs fins. Et une histoire très célèbre où les, où les, où, pour apprendre le corps humain, on avait des médecins, qui apprenaient, la médecine, légale, hein, les médecins Mmh. légistes, qui récupéraient des corps de personnes décédées pour pouvoir travailler sur les corps. On parle de ça il y a plusieurs, le siècle passé, hein, enfin Mmh. même au 19e siècle, et que du coup, ça avait créé sans le vouloir un marché noir où carrément il y avait des meurtres pour pouvoir fournir en médecins, en corps, parce que c'était lucratif. Et que les médecins à un moment donné savaient ce qui se passait, mais qu'ils laissaient faire. C'est-à-dire qu'on était vraiment c'est quelque chose de très malsain, quoi. Mmh. Et on a exactement la même chose dans à peu près tout le corps scientifique, qui à la fois a beaucoup aidé la science et à la fois c'était des méthodes qui étaient pas forcément bonnes. Et moi, j'avais déjà commencé à écrire l'introduction du livre. L'introduction du livre, en fait, je fais un parallèle entre Indiana Jones, et Hiram Bingham, qui est le découvreur donc du Machu Picchu. Mais je l'explique dans la traduction, il n'a pas vraiment découvert le Machu Picchu dans la mesure où, cette cité inca n'a jamais été vraiment perdue. Il y a plein de gens qui connaissaient son existence, des locaux et cetera. Il y a même des entrepreneurs, un entrepreneur allemand qui connaissait l'existence, de la cité, du Machu Picchu, qui avait installé Et une usine juste en face et qui avait commencé à piller la cité. Et du coup, Hiram Bingham, qui a écrit un bouquin sur la question, a un petit peu été, fallacieux, quoi, en expliquant qu'il avait, crapahuté dans la jungle pendant des semaines, alors ce qui est vrai, par ailleurs, et qu'il avait découvert une cité magnifique. Le bouquin est super, je l'ai, hein, je l'ai lu, je l'ai acheté, je l'ai lu. C'est vrai que le bouquin est super, c'est un best-seller depuis des décennies, mais c'est quand même très globalement, déjà de la fiction, et c'est ça qui est drôle parce que, alors tout ça, ça a été financé avec le contribuable américain, même avec la participation, je crois, de National Geography. Il y a beaucoup, beaucoup de choses du Machu Picchu qui ont été ramenées aux États-Unis, qui sont dans les musées américains. Donc là, on se rappelle de ce que dit Indiana Jones, hein, sa place est dans un musée, mais est-ce que sa place est réellement dans un musée, en fait? Pas forcément. Et ce qui est marrant, c'est qu'Hiram Bingham, alors je me rappelle plus des dates, hein, c'est dans les années 1910, quand il découvre le Machu Picchu, quand il redécouvre le Machu Picchu, il a 36 ans et c'est au Pérou. Et c'est exactement le début de l'aventure Indiana Jones. Ça se passe en 1935, 1936, je ne sais plus exactement. Indiana Jones a 36 ans à peu près, c'est au Pérou. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre dans un temple, il casse tout enfin il casse tout, très symboliquement, hein, il y a tout qui s'effondre, et puis il vole une idole pour la ramener dans un musée occidental. Et donc tout ça, je l'évoque évidemment dans le livre. Paul Freeman en fait la résonance dans sa préface. Donc pour moi, c'est juste parfait parce que je suis pas là pour dire qu'Indiana Jones, c'est un super-héros. J'évoque, le fait qu'Indiana Jones, c'est un sauveur blanc, que c'est une vision, presque rétrograde de l'héroïsme à l'occidental, et on l'a dans le tournage, comme tu le dis très bien. Ils vont tourner en Tunisie. Pourquoi? Parce qu'il y a des coins super en Tunisie, mais des déserts et cetera, ils en ont aux États-Unis. Ils auraient très bien pu tourner, aux États-Unis, surtout qu'ils filment pas une seule pyramide. Bon, il y a pas de pyramide en Tunisie, mais tu vois ce que je veux dire? Ils filment oui, pas bien sûr. de choses emblématiques qu'il y a en Tunisie. Ils auraient très bien pu filmer ça, en Arizona. Et ils le font pourquoi? Parce que c'est pas cher, parce que c'est plus simple, parce que, je sais pas, il y a peut-être des crédits d'impôt ou je ne sais quoi. Et donc on retrouve un petit peu effectivement cette forme, d'esclavagisme moderne, que George Lucas, en plus, finit par, très ironiquement, reprocher à Disney une fois qu'il a vendu, tout son bazar à Disney, en parlant d'esclavagistes blancs, pour faire un parallèle avec la manière dont ils vont exploiter, ces enfants, hem, ces enfants symboliques que sont Star Wars et Indiana Jones, alors que lui-même le faisait, voilà. Donc c'est quand même une histoire complexe, mais c'est une histoire. Ça fait partie de l'histoire du cinéma, ça fait partie de l'histoire, du personnage et de ce que représente le personnage, et très ironiquement, effectivement, ils ont fait ces tournages, et du coup, ça s'est retourné un peu contre eux parce qu'ils ont eu des refus, de tourner, par exemple, en Inde, pour le second film. Donc au final, ils sont allés tourner au Sri Lanka et cetera. Et Indiana Jones 2, donc le Temple of Doom, qui lui-même a été accusé beaucoup de racisme. Donc voilà, donc là, je digresse un peu, ou je vais peut-être un Ah peu non, non, vite non, 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 dans non, les non, 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 futures questions, c'est. mais Ah, vas-y, je t'en prie, continue parce que on c'est est, intéressant. on est vraiment dans la perspective de ce que dit Paul Freeman. C'est-à-dire que lui, il a vraiment, clairement la vision de ça, il le voit et il le dit. Et pour le coup, c'est l'introduction du livre, hein. C'est-à-dire que moi, j'introduis vraiment le livre comme ça, en disant: «Est-ce qu'Indiana Jones, c'est pas finalement
en fait, c'est pas un explorateur, c'est un pilleur de tombes. C'est Tomb Raider. Mais après, quand on regarde des interviews de la même époque de George Lucas et Steven Spielberg, Lucas, il le dit lui-même dès le départ. Indiana Jones, c'est un playboy, c'est un pilleur de tombes. Et c'était important de le remettre au centre dès le départ dans le bouquin, pour que les gens comprennent bien d'où vient le personnage et de ne pas se tromper sur... parce qu'on a tendance à l'idéaliser. Mais c'est pas du tout un personnage idéal, c'est même un personnage sous bien des aspects qui a en vérité pas mal de problèmes, qui pose pas mal de problèmes d'un point de vue historique, de représentation de l'héroïsme blanc, etc., etc. Et ça plaît pas, hein. Ça plaît pas du tout, hein, quand on dit ce genre de choses. Moi, ça m'est arrivé de le dire deux, trois fois sur les réseaux sociaux, de dire attention à Indiana Jones, voilà, hein, moi j'ai reçu des insultes, hein, pour l'avoir dit, mais je le dis et je suis fan d'Indiana Jones, donc c'est pas un pamphlet contre Indiana Jones, je célèbre Indiana Jones, mais il faut le prendre avec toute sa véracité historique, enfin toute sa dimension historique, dans les bons et dans les mauvais aspects. Et est-ce qu'il faut le prendre aussi avec sa dimension cinéphilique? Je m'explique. On sait que Lucas, Spielberg, tous ces gens-là, on les a surtout appelés des cinéastes cinéphiles. C'était vraiment la première véritable génération de cinéastes qui étaient d'abord à la base cinéphiles. Et cette ambiance un peu néocolonialiste que l'on retrouve chez Indiana Jones, est-ce que c'est aussi, ils empruntent à ce qu'ils ont vu quand ils étaient gosses sur des séries télé ou sur des films d'aventure, ou quand on regarde un peu Hollywood dans les années 30, 40, je pense par exemple à Mogambo, qui est un film de John Ford. Quand on commence à se poser à bien regarder Mogambo, on se dit il y a des petites choses qui sont peut-être très très discutables sur comment on filme l'Africain, ce qui veut rien dire l'Africain, parce que c'est voilà. Mais est-ce qu'il y a aussi de cela, c'est-à-dire je ne suis pas en train de défendre Lucas et Spielberg, mais je me dis qu'il y ait cette naïveté chez eux. Oui. Peut malheureusement, déréaliser ce qu'ils voulaient faire. Et donc, se retrouver devant un truc qu'on accuse. Et par exemple, il y a une scène incroyable dans le premier Indiana Jones, mais incroyable. Et je vais te raconter une anecdote, c'est que moi, quand j'ai vu Indiana Jones quand j'étais gosse, c'est cette scène incroyable de cet arabe dans le marché qui, avec son sabre, essaye d'impressionner Indiana Jones. Et puis Indiana Jones se retourne, il prend son pistolet, et il le tue. Et voilà. Moi, j'avais vu un documentaire tunisien qui questionnait le racisme ordinaire d'Hollywood sur l'autre, avec un majuscule. Et je l'avais vu en Tunisie à l'époque. Et dans ce documentaire, il y a cet extrait. Et je me suis dit, et c'est là que je me suis dit, alors que j'avais, je crois, une trentaine d'années, je me suis dit, d'accord, ok, ça peut être très, très, très mal interprété ailleurs. Oui. Enfin voilà, mais je pense que c'est une naïveté de Lucas et de Spielberg, mais qui n'ont pas vu la chose venir, quoi, qui n'ont pas su la gérer. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est très pernicieux et ça c'est une réalité. Et je pense que c'est un sujet quand même assez complexe. Déjà, il y a beaucoup de gens qui vont te répondre que la scène en Tunisie d'Indiana Jones, ça se déroule à Tanis, donc qui est une cité antique en Égypte. Donc ils auraient pu tourner en Égypte, mais c'est pas la question. La question, c'est qu'il y a aussi un côté, on va là-bas aussi parce qu'on veut être authentique. Quand ils ont voulu tourner en Inde, c'était pour avoir le côté authentique. Mais c'est vrai que Salah, qui est le sidekick d'Indiana Jones, il est interprété par John Rhys Davies, qui est pas du tout arabe. Et là, on retombe dans des clichés où effectivement les bons étrangers sont interprétés par des Américains et les mauvais étrangers, entre guillemets, c'est une lecture un peu simpliste, mais on a ces travers-là aussi. Maintenant, ils ont pris John Rhys Davies aussi parce que c'était un bon acteur qui était populaire et que c'est un des rôles principaux. Donc, c'est quand même assez complexe, on ne peut pas juste l'expliquer comme ça. Et donc, pour répondre à ta question, il faut vraiment bien dire et bien comprendre que George Lucas est quelqu'un qui est extrêmement progressiste dans les début des années 80. C'est pas du tout un raciste. Il est contre la guerre. Il est pour le métissage. C'est quelqu'un qui est très marqué par tout ça. Donc on peut pas évidemment pas leur faire ce procès. Et en même temps, ils se sont un peu mis dedans avec certaines choses. Par exemple, la culture indienne est un petit peu malmenée dans le deuxième Indiana Jones, mais en vérité, ils ont fait des coupes dans certaines scènes qui expliquaient pourquoi
les Indiens étaient parfois vus de la manière dont ils sont vus dans le film. Où Indiana Jones lui-même va défendre la culture indienne en disant, ces personnes qu'on a rencontrées lors du banquet, parce qu'ils font un banquet totalement, ubuesque, et en fait, il y a une scène qui a été coupée, qui est dans le scénario qu'on peut lire, hein, qui est sur internet, où effectivement Indiana Jones dit, «C'est bizarre parce que les Indiens normalement ne mangent pas de viande. Un vrai Indien, un Indien dévot, ne mange pas de viande, toute cette mascarade, c'est pour nous faire fuir» et cetera. Donc il renvoie ces personnes-là à leur dimension de secte, de gens manipulés ou mal intentionnés, mais pas juste. Et du coup, comme cette scène a été coupée, on a juste l'impression que les Indiens mangent comme ça et que c'est naturel, et puis on passe à autre chose par la suite. Mmh. Donc mais tout ça, ça n'a pas été voulu. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait parce que déjà, Indiana Jones, c'est de la culture pulp, donc on force absolument tous les traits. La blonde Willie Scott qui crie, etc., qui est une blonde idiote, etc. Effectivement, c'est un très gros cliché qui est assez insupportable. En plus de ça, Indiana Jones se comporte envers elle comme vraiment le mâle alpha toxique, à la limite de la culture, un peu la culture du viol, hein, la culture très masculine, et cetera. Enfin, dire à la fin, elle part et il la rattrape avec son fouet, il la tire vers elle de force. Donc ça, c'est juste pas vraiment acceptable en vérité. Mais ça fait partie de la culture pulp, ça fait partie de ce personnage. Et quand on assume un personnage comme ça jusqu'au bout, on peut pas couper tout ça. Parce qu'un Indiana Jones avec la culture woke, moi, comment dire, je suis pas quelqu'un qui fait de la politique, hein, il y a aucun souci avec toutes ces revendications aujourd'hui, et je pense qu'elles sont nécessaires. Mais Indiana Jones ne serait plus Indiana Jones s'il n'y avait pas toute cette culture pulp qui va, amener tous ces stéréotypes, à l'affaire. Donc oui, c'est très pernicieux parce que du coup, on se dit, là, il y a un débordement, mais en même temps, ça fait partie de l'histoire et ça fait partie de la culture pulp. Donc Mmh. à partir de là, Lucas et Spielberg, ils font pas de politique, et c'est exactement ce qu'ils ont, répondu à la fin, avec la réception d'Indiana Jones 2 en 84, où le film s'est fait accuser de tout, hein, de sexisme, de racisme, et ils sont tombés de très haut, hein, je veux dire, ils le disent clairement. Et Spielberg a regretté ce film toute sa vie parce que lui, il l'a fait dans un esprit pulp, et en fait, il s'est rendu compte que les gens le faisait au premier degré, le voyait au premier degré. Voilà, donc ça explique un peu les choses, que c'est compliqué, voilà, c'est compliqué. Oui, mais tu les questionnes, c'est ça qui est très intéressant. Comment tu as pensé d'ailleurs pour le coup la structure du livre? Alors le livre, l'idée c'était, au début, c'était de dire: «On va faire un essai, puis on va, positionner l'essai comme beaucoup, sur un thème en particulier, et puis on va développer ce thème». Par exemple, j'ai mon camarade Nicolas Denchot qui a fait le livre Jurassic Park, chez Sœur d'édition, qui lui a vraiment pris comme thématique la science et le cinéma, illustré par Jurassic Park. L'idée, c'était pas de dire: «On va parler de Jurassic Park de manière, exhaustive». Là, avec Indiana Jones, c'était quand même différent parce qu'on partait quand même du postulat que les gens connaissent les films, connaissent peut-être la série, c'est même pas sûr, mais connaissent pas tout le reste. Et du coup, c'était intéressant de se dire: «On va prendre tout ça, pour le remettre en perspective et ensuite aborder des thèmes d'analyse qui vont pas seulement se baser sur les films, mais aussi sur la série et sur tout le reste». Et à partir de là, il était, nécessaire quand même de structurer le livre pour raconter l'histoire de la création d'Indiana Jones, pas seulement les livres, mais du coup de la série, de l'univers étendu, de la musique, de tout. Donc en fait, on est arrivé à une formule où finalement on va traiter d'Indiana Jones de manière relativement exhaustive. On va essayer de rien oublier, et donc en seconde partie, on arrive sur les analyses, qui, là effectivement sont des analyses sur, là pour le coup on est plus sur, une thématique ciblée sur, la place de l'aventure, au cinéma, la place de l'héroïsme, dans Indiana Jones, et le rapport que va avoir du coup, Indiana Jones, dans son cinéma. Parce que du coup, les films sont quand même les œuvres, les plus importantes de l'univers étendu, et son rapport à tout le reste. Son rapport à la figure féminine. Donc, je reviens donc sur toutes Mmh. ces questions de masculinité toxique, et à côté de ça, quand George Lucas, donc on va dire, répare, toute l'image qu'il n'a pas voulu donner, qui est négative dans Indiana Jones, il le répare en fait dans la série, où effectivement Indiana Jones du coup est plus du tout, il a plus du tout la même personnalité envers les femmes, par exemple, c'est assez intéressant. Son rapport avec, les antagonistes, son rapport avec, la famille, qui est très importante, et son rapport à l'histoire, son rapport à Harrison Ford, et cetera. Donc, l'idée, c'était un peu de couvrir tous les sujets, adjacents, la figure vraiment, d'Indiana Jones,
Indiana Jones, voilà. C'est un livre sur Indiana Jones, et comme c'est un personnage iconique et emblématique, finalement tout tourne autour de lui, alors que par exemple, pour reprendre l'exemple du livre de Nicolas sur Jurassic Park, il parle des dinosaures, mais c'est pas le vrai thème du livre. Le vrai thème du livre, c'est la science au cinéma, la science dans Jurassic Park, et les débordements de la science, etc. Mais là, l'idée, c'était de parler d'Indiana Jones, et c'est exactement ce qu'on fait. Je répète, Indiana Jones, explorateur des temps passés, c'est édité chez Third Edition. Le descriptif, dans le descriptif de cette vidéo, vous y trouverez le lien de la page dédiée. On peut pas, malheureusement, ça ferait une émission de 10 heures si on commençait à parler de tout ce qu'il y a dans le livre, et j'en suis vraiment extrêmement frustré. Mais allez, une dernière question, parce que il y a aussi une particularité importante dans ce bouquin, tu l'as évoqué, c'est que tu prends le temps de reprendre les 4 films, les 4 longs métrages, et tu les dissèques. J'aimerais savoir, pour le coup, s'il y avait un terme, un mot, ou une espèce de particularité qui résumerait chacun des 4 films, ce serait lequel ou lesquels? Alors, moi, je garde le mot iconique, iconisation. C'est exactement ce qu'a voulu faire Spielberg. On le voit dès le départ dans le premier film, où Indiana Jones est filmé dans la jungle, un peu comme dans Rashomon d'Akira Kurosawa. Il le filme dans la jungle, il utilise la lumière, il utilise les ombres, il utilise vraiment un panel de techniques cinématographiques. Et puis on arrive sur la révélation du personnage qui passe de l'ombre à la lumière. Et juste avant, on a l'iconisation de la montagne au Pérou, qui fait un fondu en fait sur la montagne de la Paramount Pictures, sauf que c'est le logo de la Paramount Pictures des années 40 ou 50. Donc il a tout fait pour iconiser son personnage, pour l'ancrer à la fois dans cette culture cinéma et pulp, et aussi l'ancrer dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'il a que des éléments qui lui sont associés et qui deviennent absolument iconiques. Donc encore ce mot, donc le chapeau fedora, qui est marqué dans son époque, le fouet, le pistolet de la Première Guerre mondiale, je crois, peut-être de la Deuxième, mais en tout cas un pistolet emblématique dans l'histoire des guerres, la veste d'aviateur, et évidemment le thème de John Williams. Et tout ça fait que ce sont plein de petites choses qui, indépendamment, n'ont pas de grande signification, mais tout ensemble, on fait quelque chose d'iconique. Et ce qui est rigolo, c'est que le magazine Empire américain, qui est un magazine très puissant, quand ils font des votes auprès de leur public, c'est vraiment parmi les votes les plus suivis des États-Unis. Régulièrement, ils font un vote du héros préféré des Américains. Et Indiana Jones est toujours premier depuis plus de 10 ans. Il est même premier quand il n'a pas d'actualité. Et c'est important de le souligner, parce que quand les autres héros qui arrivent, deuxième, troisième, quatrième auprès d'Indiana Jones, il y a toujours ce schéma de voir sur le podium des héros qui en fait arrivent premier, deuxième ou troisième parce qu'ils sont dans l'actualité. Quand ils ne sont plus dans l'actualité, comme Batman ou Iron Man, ils dégagent du top. Indiana Jones, il est tout le temps premier, même quand il n'a pas d'actualité. Et je pense que cette raison-là, c'est qu'au-delà, même plus que des Iron Man ou des Batman ou des Superman, ils ont tellement iconisé Indiana Jones qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'absolument emblématique, d'absolument incontournable. C'est inscrit dans les gènes de notre pop culture. Et pour moi, c'est le haut représentant. Il n'y a personne au-dessus d'Indiana Jones. Et là, c'est peut-être plus le fan que l'analyste, entre guillemets, qui parle. Et pour moi, il n'y a rien au-dessus d'Indiana Jones. Et tout me donne raison. Après, quand on fait des zooms, on peut dire oui, il y a des problèmes dans les films. Peut-être que le 4, les gens l'aiment pas globalement, etc. C'est pas un bon film, etc. On peut en débattre. Mais si on dézoome et qu'on regarde vraiment dans la création de fiction au XXe siècle, Indiana Jones, clairement, est un personnage. C'était le personnage le plus évident à créer, et tellement évident que quand il a été créé, aujourd'hui, enfin, je veux dire, on ne peut pas imaginer le monde sans Indiana Jones. C'est une figure qui veut tout dire, qui veut tout dire à la fois, et qui est de ce point de vue-là, voilà, iconique du cinéma et de l'histoire, les deux à la fois. Voilà, on n'en a pas deux comme lui. Voilà, je ne sais plus si je réponds à ta question. Je suis un peu Oui, parti loin. tu y réponds, mais c'est troublant parce que l'année prochaine, si tout se passe bien, il y a le 5 qui arrive, et je me dis, est-ce que
tu sais, hein, il y a toujours au sein même du cinéma, il y a toujours des évolutions comme cela. Et je me dis, Indiana Jones peut encore, enfin, ça a été un personnage qui a été créé à une certaine période, les années 80. Et donc là, aujourd'hui, on est en 2022 et demain, ce sera 2023. Et je veux dire, c'est encore un personnage de ce siècle-là, de cette période-là, pour toi? Bah, l'aventure du 5e film se déroule, à la fin des années 60. Donc de toute façon, effectivement, moi je termine le film comme ça. Pardon, je termine le livre comme ça. Je sais pas si c'est le livre que je termine comme ça ou si c'est un chapitre en particulier, où j'explique pourquoi Indiana Jones 4 n'a pas été un succès. Parce que les gens vont te dire: «C'est à cause du chapitre. scénario, voilà, c'est à cause du scénario, c'est à cause des aliens, c'est à cause de certains choix», et cetera. Non, c'est pas la vraie question. La vraie problématique, c'était, donc de dire qu'effectivement, Indiana Jones, en fait, il est totalement dans son époque, même dans les années 50 et même dans les années 60, mais que quand Indiana Jones 4 sort au cinéma, donc dans la vraie vie, c'était de savoir est-ce qu'Indiana Jones est toujours dans son époque en tant que film, dans les années 2000. La réalité, c'est que non. Tout le monde accuse Indiana Jones 4 d'être un mauvais film parce que les aliens, parce que les années 50, et cetera. Mais c'est pas la vraie question. C'est juste qu'effectivement, Indiana Jones n'est plus raccord dans notre époque avec ce que notre époque dit. Mais ça, c'est pas grave. C'est-à-dire que même si le 5 est pas aimé, même si c'est pas un succès, je suis sûr que comme le 4, c'est un film qui restera malgré tout dans la postérité. Et je suis pas sûr qu'on puisse dire ça de tous les films qui sortent aujourd'hui, les Marvel et compagnie, même s'ils sont beaucoup plus appréciés, beaucoup mieux notés sur Internet, je pense pas qu'ils feront autant la postérité que les 4 films et peut-être que les 5 films d'Indiana Jones. Et loin de moi l'idée, et je vais finir là-dessus, hein, de dire que c'était mieux avant. C'est pas du tout ce que je dis. Par rapport au cinéma d'aujourd'hui, le cinéma d'avant, et par rapport à ce que Indiana Jones amène et ce que les autres n'amènent pas aujourd'hui, je pense qu'il y a un avenir avec Indiana Jones, et que cet avenir n'est pas forcément lié à Harrison Ford. C'est aussi quelque chose que je dis dans le livre, et je pense qu'il faut se détacher de ça, et qu'Indiana Jones a beaucoup, en fait, d'avenir au-delà d'Harrison Ford, parce qu'Harrison Ford finira par arrêter. Le 5e film sera sans doute le dernier. Et donc je suis très impatient de voir de quelle manière ils vont réfléchir à la suite, parce qu'il y a encore énormément de choses à dire sur Indiana Jones. On sait qu'en 1993, il est toujours en vie dans l'univers étendu, donc il y a encore beaucoup de choses à raconter, et on continuera à prouver que cette figure qui est ancrée dans le XXe siècle a son importance, puisqu'Indiana Jones est le XXe siècle. Donc de ce point de vue-là, il peut pas expirer. Il n'y a pas de date d'expiration d'Indiana Jones. C'est le XXe siècle, et le XXe siècle est peut-être l'un des siècles les plus importants de notre civilisation. Voilà, avec tout ce qui s'est passé en termes de découverte, en termes de technologie, pour le bien et pour le mal. Et c'est tout ce que tout ce que symbolise Indiana Jones. On l'attend avec impatience, celui-là, en tout cas. Indiana Jones, explorateur des temps passés, c'est édité chez Fleur d'édition. Merci beaucoup, Romain Danois. Merci à toi pour ton invitation. C'était un plaisir, et je pense qu'on te reverra sur la chaîne, à mon avis. J'en suis même persuadé. Voilà. Ouais, merci beaucoup. N'hésite pas. À très vite. Merci à toi. À bientôt. Merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.